Nous allons maintenant entendre Madame Claire Guichet, qui nous présentera l'étude intitulée « Les forces vives au féminin » au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Je voudrais saluer au banc du gouvernement Madame Claire Guiraud, qui est conseillère au cabinet de Madame Pascale Boitard, secrétaire d'État chargée des droits des femmes, accompagnée de Monsieur Thomas Dubois, chargé des sujets de parité au cabinet de Madame Pascale Boitard. Merci de votre présence. Je ne doute pas que vous ferez fidèle retranscription à Madame la Ministre des propos qui vont être tenus à l'instant par Madame Claire Guichet. Vous avez la parole, Madame le rapporteur. Merci, Président. Je voudrais d'abord commencer par faire les remerciements parce qu'on les fait toujours à la fin et puis après on oublie. Je voudrais remercier d'abord celles qui m'ont aidé au jour le jour dans la rédaction de cette étude. Par ordre chronologique, j'ai nommé Elisabeth Divois, qui était l'administratrice de la délégation aux droits des femmes jusqu'à très récemment. Merci Elisabeth. Catherine Auberti, qui donc lui a succédé à l'administration de la délégation, mais aussi Nelly, qui est administratrice adjointe à la délégation et qui participe activement aux travaux, ainsi que Julie, l'ancienne attachée du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, qui a également participé à la rédaction. Je voudrais évidemment remercier les auditionnés, dont un certain nombre sont présents aujourd'hui, nous font le plaisir de leur présence, mais aussi, bien sûr, la délégation et sa présidente, sans qui rien n'est jamais possible. La délégation qui est un lieu particulièrement agréable de création du consensus et au sein de laquelle j'ai eu plaisir à mener ces travaux, à écouter et à essayer de travailler ensemble sur l'ensemble des amendements qui ont permis de faire de cette étude, il me semble, un travail le plus riche possible. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, cette année, nous fêtons les 70 ans du premier vote des femmes. On parle beaucoup des femmes en politique et dans l'économie, de leur représentation au Parlement, dans les partis politiques, dans les conseils d'administration des grandes entreprises, etc. Mais qu'en est-il de la société civile? Alors que nous finissons la première mandature quasi paritaire du CESE, il nous a paru important de se pencher sur cette question. Nous nous plaçons à un endroit idéal pour le faire. Nos organisations sont les principaux espaces de représentation de la société civile organisée. Faire cette étude, le bilan ou peut-être même l'autocritique de la société civile quant à sa capacité à promouvoir les femmes relève donc éminemment du rôle du CESE. Les forces vives réunies ici, selon la formule du général de Gaulle lorsqu'il évoquait le CESE, prennent toute leur place dans la représentation de notre pays. L'égalité des sexes y est donc un impératif à la fois démocratique, simplement parce qu'il est juste de chercher à atteindre l'égalité dans la représentation. Mais les forces vives sont bien souvent aussi une première expérience vers d'autres expériences, d'autres responsabilités économiques, sociales ou politiques, et ce particulièrement pour les femmes qui, plus souvent que les hommes, accèdent à leurs premières responsabilités publiques, particulièrement politiques, dans nos organisations. Il y a encore beaucoup à faire dans la politique pour les femmes. Vous avez peut-être vu passer cette photo sur Internet récemment. Elle s'appelle « La politique sans les hommes ». Vous voyez avec amusement, facilement, le schéma qui est reproduit et qui a fait le buzz. En effet, alors que les femmes représentent la moitié de l'humanité, elles représentent uniquement 11,7% des dirigeants d'État. Même dans les assemblées, leur place est limitée. 36% des parlementaires européens, 26% à l'Assemblée nationale française, 25% au Sénat. Malgré les dispositions législatives en faveur de la parité, notre Assemblée nationale se place à la 44e place mondiale. Des conseils municipaux jusqu'au Parlement, on observe une constante, celle du contournement des dispositifs paritaires quels qu'ils soient, soit en leur proposant des circonscriptions peu éligibles, soit par une limitation de leur accès aux exécutifs lorsque les assemblées sont effectivement paritaires. Dans l'économie, le constat est le même. Celui d'une évolution certes, mais lente et contrainte par les dispositifs paritaires. C'est ainsi que depuis 2010, la part des femmes chefs d'entreprise stagne à 30%, tandis que la parité dans les conseils d'administration évolue sous la contrainte de la loi Copé-Zimmermann. Alors que nombreux étaient les critiques, on observe pourtant une amélioration de 9 à 27%, preuve que lorsque l'on cherche des femmes compétentes, on finit bien par les trouver.
La représentation de la société civile organisée répond aux mêmes logiques. Si la parité au CESE a été acquise par la contrainte et a pu faire l'objet de certaines réticences, la composition de nos homologues européens et régionaux montre qu'en l'absence de dispositifs paritaires, l'égalité peine à poindre. Avec moins de 30% de femmes au CES européen et environ un quart dans les régions, la preuve est faite que la société civile ne fait pas mieux que les partis politiques. Lorsque les organisations n'y sont pas contraintes, elles se font représenter très majoritairement par des hommes. Et même lorsque la féminisation a lieu, l'accès aux responsabilités exécutives reste encore minoritaire et fait l'objet d'une lente évolution. Or, cette représentation de la société civile ne vient pas de nulle part. Elle est à l'image de nos organisations, de nos formes d'engagement. Et je m'inclus ici dans le propos. En effet, dès le début de cette étude, un constat nous a interrogés. Alors que nous avions tous et toutes entendu l'argument selon lequel les femmes étaient moins volontaires que les hommes pour accéder aux responsabilités, notamment du fait de la difficulté à cumuler vie professionnelle, vie familiale et engagement, nous observions les mêmes difficultés dans les mouvements de jeunesse, où il est rare que les responsabilités domestiques et familiales soient importantes. Il fallait donc chercher à établir le constat dans un premier temps et à en trouver les causes dans un second temps. Notre travail a donc commencé par l'établissement d'un panorama de la place des femmes dans les organisations représentées au CESE. Ce panorama est inédit, car il est très rare, comme je l'ai dit, qu'on s'intéresse dans ce domaine à la société civile. Il faut néanmoins citer l'excellent rapport de la délégation, rapporté en 2007 par Madame Bourven, qui effectuait déjà un premier lieu, à ce moment-là, sur les partenaires sociaux, et qui nous a bien souvent servi de base. Alors, du côté des syndicats de salariés, justement, si la proportion de femmes adhérentes des syndicats a évolué et se rapproche de plus en plus de la parité, force est de constater qu'elles sont encore peu nombreuses à accéder aux responsabilités. Pourtant, les syndicats ont été pionniers au sein de la société civile à bien des égards, que ce soit avec les premiers syndicats féminins, à l'origine de la CFTC, ou avec les premiers dispositifs contraignants de mixité et de parité à la CFDT puis à la CGT. Mais si les confédérations ont une capacité directe à agir sur la place des femmes à l'échelle nationale, toutes peinent à diffuser cette logique dans les branches et dans les territoires. Dans les unions départementales, la proportion de femmes à la tête des syndicats de salariés va de 11% pour la CGTFO à 30% pour la CFTC. Les approches sont différentes selon les cultures. Certains syndicats préfèrent mettre en avant des logiques thématiques sur l'égalité professionnelle que des mesures contraignantes. Cette approche montre une évolution, mais fait aussi la preuve de sa lenteur à agir. Aucun des échelons où la parité n'est pas imposée ne parvient à l'instaurer durablement. Côté employeur, la situation est tout d'abord difficile à évaluer. La complexité de la représentation patronale, alliée à la faiblesse des travaux de chercheurs qui lui sont consacrés, rend difficile l'appréhension de l'évolution. De plus, contrairement au salariat, la population n'est d'emblée pas paritaire, puisque les femmes sont moins nombreuses parmi les chefs d'entreprise. Pour autant, la participation à la représentation patronale est incontestablement faible. Elles ne sont que 13,7%, toutes organisations confondues, dans les instances de direction patronale, alors qu'elles représentent un peu moins du tiers de la population des chefs d'entreprise. Les organisations présentent un niveau de volontarisme politique inégal quant à l'égalité des sexes. Quand certaines atteignent aujourd'hui la parité dans leur exécutif national et que d'autres disposent de leviers spécifiques de représentation des femmes chefs d'entreprise, certaines n'ont pas encore de dispositif pour promouvoir l'égalité. Comme nous l'indiquait Marion Rabier, chercheuse spécialiste de la question lors de son audition, il est étonnant de trouver dans la représentation patronale les mêmes arguments que dans d'autres secteurs, à savoir un prétendu manque d'ambition des femmes ou une difficulté à cumuler les responsabilités, puisque les femmes chefs d'entreprise peuvent difficilement être considérées comme ayant un manque d'ambition ou une absence de mécanisme de conciliation, sans quoi elles ne pourraient être à la tête d'une entreprise. La division thématique des mandats montre par ailleurs une division sexuée du travail de la représentation. Pour le dire rapidement, aux hommes les mandats économiques, aux femmes les mandats considérés comme relevant du social. Évidemment, cette division aboutit à une faible représentation dans les organismes consulaires, jusqu'à l'application prochaine des dispositions législatives qui doivent favoriser la parité. La Mutualité française nous permet d'observer la nécessité de l'existence d'une stratégie. Alors qu'un observatoire de la parité avait été mis en place, celui-ci a été intégré à une stratégie plus globale d'observatoire de la diversité, incluant le sexe, l'âge et d'autres critères de représentativité sociologique.
La mutualité française, où l'évolution était déjà faible et qui ne s'est guère améliorée, que ce soit au niveau national ou encore plus au niveau territorial, comme le montrent les chiffres derrière moi. Alors que la loi de 2014 impose aux mutuelles de parvenir à la parité de leurs instances dans les années à venir, elles étaient encore 94% en 2013 à affirmer n'avoir pas encore de dispositif en la matière. Le secteur associatif reste le plus difficile à appréhender. Plus complexe, plus divers, plus contrasté. Il représente pourtant un espace privilégié d'engagement pour les femmes, car il est historiquement considéré comme plus pragmatique, moins politique. Cependant, cette réalité s'efface dès lors que l'on considère les grandes fédérations, quel que soit leur domaine. Plus les enjeux de pouvoir sont grands et moins les femmes sont visibles. En réalité, même au niveau local, si nos concitoyennes sont aussi nombreuses que les hommes à s'investir bénévolement dans les associations, elles ne s'engagent pas dans les mêmes secteurs et leur engagement prend des fonctions différentes. Moins souvent présidentes, elles occupent plus souvent des postes tournés vers la structuration interne, dont les compétences sont tout aussi fondamentales, mais moins aisément valorisables. Elles sont d'ailleurs moins nombreuses à avoir plusieurs engagements en parallèle. Bien souvent, l'engagement associatif représente pour elles une première expérience, le premier passage de l'adhésion à la prise de responsabilité qui peut mener ensuite vers d'autres responsabilités syndicales ou politiques, tandis que chez les hommes, on constate un cumul rapide de différents engagements en parallèle. Ainsi, dans des secteurs militants bien différents les uns des autres, on observe des logiques récurrentes. Des femmes de moins en moins nombreuses lorsqu'on gravit les échelons de responsabilité, des dispositifs contraignants sans lesquels on n'atteint jamais la parité, et qui peinent à se diffuser dans les réseaux locaux, et de manière générale, une représentation publique de l'organisation et une représentation interne qui font la part belle aux hommes. Comment expliquer cette récurrence ? Il serait inutilement long d'expliquer ici en détail l'ensemble des phénomènes que nous avons décrits dans l'étude. Disons simplement que nos travaux se refusent à considérer comme une responsabilité individuelle la fameuse autocensure des femmes. Il y a bien, je le concède, parce que nos auditions et les retours d'expérience de la délégation le montrent, une plus grande prépondérance des femmes à se poser la question de leurs compétences, de leur capacité à dégager du temps ou encore de leur réelle volonté à se mettre en avant comme responsables d'organisation. Mais cette prépondérance n'est pas gravée dans l'ADN d'un second chromosome X. Elle est le résultat, bien sûr, de l'éducation, de la société, de la répartition des tâches, mais aussi du fonctionnement de toutes nos organisations. D'abord, par nos pratiques managériales qui s'inscrivent dans une longue tradition de modèles masculins et valorisent des qualités perçues comme masculines et des personnages historiques essentiellement masculins. Ces pratiques, ces cultures d'organisation reproduisent de façon insidieuse les discriminations présentes dans la société. La difficulté à se faire entendre et à accéder à un niveau de considération égal dans les débats, la culpabilité de ne pas dédier plus de temps à sa vie personnelle et familiale, les stéréotypes quant à l'autorité féminine ou à la médiatisation. Je dis bien de manière insidieuse, c'est un point essentiel. Il ne s'agit pas d'accuser les femmes et les hommes qui constituent nos organisations de discriminer volontairement les nouvelles arrivantes qui cherchent à émerger. Il s'agit simplement de reconnaître que lorsque l'on n'y prête pas attention, on reproduit simplement le fruit de centaines d'années d'histoire au cours desquelles les hommes ont tenu le devant de la scène représentative et militante. Cette histoire se retrouve d'ailleurs dans les thèmes explorés par nos mouvements. Bien souvent, les luttes considérées comme spécifiques aux femmes, si tant est que la contraception, l'égalité des sexes ou encore l'accès à l'éducation dans le monde ne concernent que les femmes, ne sont devenues des axes de militantisme de nos organisations instituées qu'après que des collectifs, souvent féministes, ne les aient mis à l'agenda. Est-ce à dire qu'une ministre, face à une assemblée paritaire, issue d'un parti paritaire, aurait comparé récemment la nécessité des tampons et des serviettes hygiéniques à celle de la mousse à raser ? Chacun se fera son idée sur la question. Nos organisations sont ensuite responsables de la manière dont elles structurent et organisent l'accès aux responsabilités, les parcours militants. La société française, plus marquée que d'autres par la valorisation de l'engagement purement bénévole, tend à récompenser le surinvestissement, presque sacerdotal. Il faut, pour se prouver légitime, être présent et visible le plus souvent possible dans le plus grand nombre d'espaces possibles. On comprendra bien aisément l'inégalité que cela cause à celles qui consacrent toujours aujourd'hui 50% de temps en plus aux tâches domestiques et familiales. D'autant plus que cette exigence a des incidences sur leur capacité à se créer des réseaux et des affinités au sein des organisations sur lesquelles il faut pouvoir compter pour progresser. En effet, dans la très grande majorité de nos organisations, les responsabilités s'acquièrent, certes, par l'élection, mais bien souvent après avoir été informellement sollicitées pour se présenter à une fonction.
Face à ce constat, qui peut sembler insurmontable, des solutions existent, cependant. Elles sont foisonnantes et la quasi-totalité des organisations représentées ou auditionnées nous ont fait part d'exemples qu'elles appliquent. Nous avons choisi de les appeler « pistes pour vaincre les résistances ». Vaincre les résistances parce que, comme je l'ai évoqué, la plupart des responsables nationaux cherchent à faire progresser la participation des femmes, mais que leur volonté se heurte à des résistances pas toujours conscientes. Pistes parce qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qui est inscrit sur les diapos, de préconisations à proprement parler. En effet, chacun d'entre nous sait les spécificités de son organisation, son histoire, sa culture, sa sociologie, ses modes de fonctionnement. Et donc chacun sait que ce qui marche chez les uns n'est pas forcément possible à calquer chez les autres. Il ne s'agit donc pas ici de dire ce qui doit être fait. Nos pistes se présentent en quelque sorte comme une boîte à outils. Ces outils, ils sont tous issus d'expériences relevées dans les organisations. Nous les avons regroupés selon 4 objectifs, parce que si les outils ne sont pas transposables, il nous semble en revanche que partout, on doit chercher à mettre en œuvre une stratégie qui ait ces 4 objectifs concomitants. S'il fallait retenir une chose, ce devrait être celle-là. Rien ne sert de mettre en place des quotas sans réfléchir à l'image de l'organisation. Rien ne sert de faire des statistiques sexuées si l'on ne propose pas ensuite des outils pour améliorer la représentation, etc. L'égalité ne se décrète pas, elle se construit pas à pas. Le premier objectif, c'est de rendre l'organisation consciente des inégalités. Parce que, finalement, admettre qu'on a un problème, c'est la première étape pour essayer de le résoudre. Il nous semble qu'il faut, dans un premier temps, prendre en compte l'ensemble des outils qui permettent de mettre en lumière l'inégalité dans la militance. Les statistiques sexuées mettent en tableau et en graphique la faible part des femmes. Ensuite, il faut en analyser les causes. Pour cela, on peut par exemple demander aux premières concernées, en organisant des réunions non mixtes, ou on peut aussi libérer la parole grâce à des chercheurs qui mènent l'enquête. Il faut ensuite diffuser ce savoir, soit par des sessions de formation, de discussion, des guides, des kits, des enquêtes spécifiques, etc. Et dans cette entreprise, il est nécessaire d'impliquer les échelons locaux, car comme on l'a observé, c'est là qu'il est le plus difficile de faire progresser la situation. Et c'est pourtant essentiel. L'immense majorité d'entre nous n'est pas arrivée au niveau de responsabilité qu'il ou elle exerce actuellement sans être passé avant par un échelon local. Pour cela, on peut citer l'exemple des clubs, groupes d'action ou commissions locales qui permettent aux militants de s'approprier le débat et les actions, ou encore des concours d'initiative qui récompensent les meilleures actions locales en faveur de l'égalité. Comme nous, vous savez que dans l'engagement, c'est souvent en faisant que l'on apprend. L'objectif 2, c'est afficher l'organisation comme un espace serein et émancipateur. Derrière ce titre un peu lyrique se trouve une logique imparable. Pour que les femmes soient à égalité avec les hommes dans une organisation, encore faut-il qu'elles aient envie d'y venir. Cela implique de penser la communication vers l'extérieur en ce sens. Qu'il s'agisse des outils de communication, dans lesquels on laisse facilement passer sans les voir des représentations sexistes, ou du contenu des revendications qui devraient prendre en compte certaines problématiques qui intéressent plus particulièrement les femmes dans chaque secteur. Cela passe aussi par la culture de l'organisation, que l'on doit chercher à débarrasser des attitudes ou des discours discriminants, quels qu'ils soient d'ailleurs, en permettant à celles et ceux qui en sont victimes de les signaler et de savoir qu'ils seront soutenus. Une culture d'organisation qui promeut l'égalité, c'est aussi, par exemple, une organisation où les intervenants des événements sont des deux sexes, où les nouveaux militants sont accueillis et peuvent rapidement comprendre le fonctionnement des instances, ce qui implique que la gouvernance soit transparente et la plus simple possible. L'objectif 3, c'est diversifier les modèles d'investissement militant. Si l'un des obstacles à la participation des femmes est la tradition militante, alors pourquoi ne pas en changer ? Force est de constater que nous avons tous de plus en plus de mal à capter de nouvelles forces vives pour nos organisations. Nous gagnerons donc tous à changer de paradigme pour être plus attractifs. Or, l'accès des femmes aux responsabilités, ou plutôt sa massification, car de tout temps des femmes se sont hissées aux responsabilités, fait pair avec un renouvellement générationnel. Celui-ci impose moins de surinvestissement et un accès plus rapide à la participation aux décisions. Il s'agit, pour y répondre, de limiter le cumul des mandats dans le temps et en parallèle. Chaque organisation qui pratique ces limites trouve son propre rythme, 2 ou 3 mandats consécutifs selon leur durée, la mise en place d'incompatibilités entre certains mandats ou un système de barème pour limiter le cumul parallèle. Mais aussi de partager les responsabilités, à la fois pour permettre d'y accéder de manière plus progressive, ce qui est moins anxiogène,
mais aussi pour ne pas créer l'impression que certains individus sont irremplaçables. Il nous faut tous apprendre à déléguer plus, à promouvoir une culture du collectif, à mieux partager les temps de parole, etc. Le dernier objectif, l'objectif 4, c'est renforcer les politiques volontaristes de féminisation. J'en viens ici à des mesures qui touchent strictement les femmes. En effet, les objectifs et stratégies préalablement évoqués sont applicables à tous. Ils promeuvent plus généralement l'inclusivité et le renouvellement militant. Si nous avons choisi de finir sur cet objectif, c'est pour souligner qu'il est indissociable des autres. Bien souvent, on pense en premier lieu à imposer la parité comme la solution. Évidemment, la parité a ses vertus. Mais si elle n'est pas accompagnée des autres ambitions, elle peut aussi avoir un effet délétère en considérant qu'il revient à quelques femmes de faire bouger toute une organisation. Les fameux quotas, qui font peur à l'idéal français, ne sont donc pas la panacée, mais reconnaissons tout de même que nous n'avons trouvé nulle part exemple d'accès à la parité sans quotas, du moins de manière durable. Peut-être sont-ils finalement nécessaires pour montrer l'exemple et imposer le changement. En tout cas, ils doivent être adaptés à un public, c'est-à-dire paritaire pour incarner l'égalité d'un groupe où les femmes sont aussi nombreuses que les hommes, paritaire plus pour rattraper des inégalités, ou de mixité lorsqu'il s'agit par exemple de représenter des groupes fortement masculins ou féminins. Là encore, à chacun sa situation. Mais pour lutter contre l'autocensure féminine tellement décriée, nous sommes responsables de l'image que nous donnons, en revanche, des compétences attendues. Bien souvent, nous valorisons des normes inatteignables, des super dirigeants militants qui limitent l'ambition de celles qui n'ont que peu de modèles féminins à observer pour se comparer. On peut déjà objectiver les compétences via des outils comme les fiches de poste, les livrets de compétences, les parcours de formation, qui d'ailleurs seront utiles à l'issue de l'engagement pour valoriser les savoirs et savoir-faire acquis, pour les transférer dans le monde professionnel par exemple. On peut aussi objectiver l'accès aux responsabilités, en limitant l'informel ou en faisant appel à des modes de désignation collective des candidats à telle ou telle fonction. On peut enfin, et l'expérience de plusieurs organisations montre à quel point les résultats sont importants, créer des viviers ou des réseaux féminins. Ces réseaux, très différents selon le type d'organisation concernée, ont en commun de réunir des femmes autour des problématiques de l'organisation pour dégager des propositions et s'aguerrir dans un espace privilégié. Qu'il s'agisse des clubs entrepreneuriat au féminin de notre présidente, qui promeuvent les actions des femmes chefs d'entreprise, des commissions de femmes de l'UPA qui débattent de l'égalité dans les professions artisanales, de Femmes et Pouvoir dans le champ politique ou de l'Association française des femmes diplômées d'université, tous les réseaux ont été porteurs de changements plus larges. Tous contribuent à la fois à créer un esprit de marrainage ou de sororité, à proposer des modèles féminins dont s'inspirer, à rattraper le déficit de réseau dont sont bien souvent victimes les femmes et à soutenir, valoriser et informer les nouvelles venues. Au-delà, c'est bien sûr toute l'organisation qui devrait se fixer cet objectif, en rendant plus facile l'accès à la parole et à la visibilité externe, ou encore, par exemple, en formalisant des espaces de socialisation entre adhérents et responsables pour éviter qu'ils ne soient uniquement laissés à l'informel. On sait combien le plus important se décide souvent, sans y penser, à l'issue des réunions et dans un cadre convivial. De temps en temps, faire en sorte que tout le monde y participe en l'organisant, c'est assurer à chacun la capacité de s'y sentir légitime. En conclusion, toutes nos organisations sont riches d'outils et d'expériences que je ne peux relater entièrement ici, que vous trouverez dans l'étude, et qui permettent de s'atteler à la tâche de l'égalité. Et si l'objectif paraît lointain, il est à la fois atteignable et souhaitable. Atteignable parce qu'il s'agit simplement d'établir une stratégie qui prenne de front les différentes causes et nous permette de juste changer un peu de regard sur ce qui nous paraît évident. Souhaitable parce que c'est l'ensemble de nos organisations qui en bénéficiera, en multipliant son potentiel de responsable à une période où nous en avons tous besoin, et en nous permettant d'afficher nos organisations comme plus en phase avec leur époque. Et par là même, de contribuer, à notre échelle, celle de la société civile organisée, à plus de démocratie et d'égalité dans toute la société. Je voudrais finir sur une note toute personnelle, c'est la fin de la mandature, alors j'ai le droit, qui concerne les modèles féminins. Ayant été moi-même la première femme présidente de mon organisation étudiante, il y a déjà quelques années, j'ai souvent entendu dire qu'il n'y avait plus de problème à résoudre puisque j'avais réussi à y accéder. Mais j'ai connu la difficulté à se trouver des références, des exemples vers qui regarder pour savoir ce que l'on souhaite incarner, quel leadership on veut proposer, quelle autorité imposer, quelle collégialité développer. Bien sûr, certains hommes ont pu me servir de modèle,
Mais toujours, avoir des femmes exercer et incarner les responsabilités, j'ai personnellement ressenti un plus fort sentiment de légitimité à tenter humblement de le faire moi-même. Au sein du CESE, durant tout ce mandat, et surtout au sein de la délégation, bien sûr, et je crois grâce à la parité, j'ai croisé le parcours de certaines de ces femmes. Je suis sûre qu'elles ont toutes servi de modèle à d'autres. En tout cas, elles ont parfois été les miens dans leur capacité à promouvoir l'égalité, et je tiens ici à les en remercier. Merci. Merci Claire. Voilà. Bien, chère Claire, d'abord merci. Merci. Le CESE est ce matin standing ovation pour le président de la Commission européenne, cet après-midi standing ovation pour Claire. Je voudrais en tout cas saluer la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. La qualité de votre rapport met à l'honneur les travaux tout au long de cette mandature. Et sans plus tarder, je voudrais donner la parole à sa présidente. Je vous en prie, Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, chers membres de la délégation, dans cette mandature, la DDFE a chronologiquement réalisé les travaux suivants. Bilan de l'application des dispositifs promouvant l'égalité professionnelle entre femmes et hommes, co-rapporté par Maryse Dumas et Sylvie Brunet. Cette étude nous a permis de démarrer les travaux de la délégation avec une base de connaissances communes. Femmes et précarité, co-rapporté par Evelyne Duhamel et Henri Joyeux. Femmes éloignées du marché du travail, rapporté par Hélène Fauvel. Combattre toutes les violences faites aux femmes, des plus visibles aux plus insidieuses, rapporté par Pascal Vion. Nous avons également contribué à des avis, par exemple sur la dépendance des personnes âgées et au programme national de réforme en 2012. Nous avons été auditionnés par des sections du CESE, mais nous avons également invité des rapporteurs à venir débattre au sein de notre délégation. Nous avons terminé nos travaux par l'étude rapportée aujourd'hui par Claire, qui sont nos derniers travaux. L'étude sur les forces vives au féminin, merci à toutes les organisations qui ont répondu avec franchise à nos questions. Mais il ne suffit pas de produire des études et des préconisations, encore faut-il les faire connaître. Je remercie sincèrement tous les rapporteurs d'avoir été d'excellents ambassadrices et ambassadeurs de nos travaux. De très nombreuses actions de communication et de valorisation de ceux-ci ont été portées par tous les membres de la délégation. C'est de loin le moyen le plus efficace. Nos travaux ont été relayés par la presse écrite, voire audiovisuelle, et présentés à une grande diversité d'acteurs. Nous pouvons nous satisfaire de l'influence de nos travaux sur le travail législatif et parlementaire. Par exemple, plusieurs des pistes préconisées dans les études de la délégation ont été en partie reprises dans la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Nos travaux ont également été promus à l'étranger, en Suède, en accompagnant la ministre aux droits des femmes aux côtés de mes homologues du Parlement et du Sénat, au CES marocain pendant une semaine, à Madrid, invité par le service des affaires sociales de l'ambassade de France et l'association Dialogo, pour intervenir à une conférence sur le thème de l'entrepreneuriat au féminin en France et en Espagne, en présence de leur ministre. Une membre de la DDFE a participé à un débat sur la promotion du travail des femmes en Italie, organisé par le Conseil national de l'économie et du travail. À Genève, ce mois-ci, Pascal Vion nous a représentés pour des travaux de l'ONU. La Fédération des femmes de Chine, ACWF, a invité une délégation de 5 personnes françaises en 2014
pour le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France pour promouvoir les échanges amicaux entre les organisations féminines de nos deux pays. Nous les avons reçus à notre tour au CESE ce mois-ci. Voilà ce que nous avons réussi à faire lors de cette mandature, sans oublier le plan gouvernemental pour la promotion de l'entrepreneuriat au féminin de 2013, qui reprend une très large partie des préconisations de développement de l'entrepreneuriat au féminin, figurant dans l'étude dont j'ai été rapporteure sous la présidence de Françoise en 2009. Je voulais dire merci à Elisabeth, Nelly et Catherine pour avoir assuré la bonne marche de la délégation. Je voulais en tout cas vous remercier toutes et tous pour ces 5 années passées ensemble au sein de notre délégation. Rien ne nous a rebutés, ni les horaires de la délégation, qui ne sont pas évidents. Vous n'avez pas hésité à manger des sandwichs pour travailler, ni les déplacements pour répondre à la quantité de demandes d'exposés et de conférences suite à nos travaux. Nous avons réussi à travailler dans une ambiance amicale, avec un profond respect pour les idées de chacun et de chacune. Nous avons toujours œuvré pour faire progresser la condition des femmes. Permettez-moi en tout cas aujourd'hui de vous remercier pour ces 5 années passées à vos côtés à la tête de notre délégation. Merci, Madame Bell. Merci, et vous êtes l'exemple de ce qu'évoquait Madame Guillet dans son rapport, c'est que vous êtes aussi un exemple, car on connaît chacun le rayonnement international qui est le vôtre, votre détermination sans faille à faire évoluer la cause des femmes. J'en ai encore été témoin il y a relativement peu de temps. Madame Claire Guiraud, conseillère au cabinet de Madame Pascale Boitard, secrétaire d'État chargée des droits des femmes, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, merci pour ce travail que vous effectuez à la délégation aux droits des femmes, mais aussi dans l'ensemble du CESE, qui sont toujours riches pour les débats. Et merci en particulier pour ce travail sur la place des femmes dans l'engagement militant. La question du partage de l'espace public, que ce soit dans la sphère politique, économique ou sociale, est centrale pour faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une réalité. Le gouvernement est mobilisé sur cette question. Depuis 2012, pour la première fois, le gouvernement est paritaire. Des lois sont également venues renforcer les dispositifs paritaires, en particulier, vous l'avez dit, la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes prévoit la parité pour l'ensemble des autorités administratives et autorités publiques indépendantes, pour les ordres professionnels et pour les conseils d'administration des mutuelles. Dans la sphère économique, ensuite, les progrès sont en cours. J'en profite pour vous indiquer que Pascale Boitard et Marisol Touraine ont conjointement saisi le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle d'un travail d'évaluation de la mise en œuvre des lois Copé-Zimmermann et Sauvadet, et leur travail est attendu pour janvier prochain. La question du partage du pouvoir entre les femmes et les hommes ne se limite pas, vous l'avez dit, à la sphère politique ou économique, mais elle est centrale aussi pour l'ensemble de la société civile, pour permettre le passage d'une égalité formelle à une égalité réelle. Merci donc pour ce travail qui viendra alimenter les débats et nourrir les pratiques pour une parité élargie. Et comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, nous ferons une retranscription fidèle de cette séance à Madame la Ministre. Je vous remercie. Merci, Madame. Merci.